Et voici l'émission Tête attendue, votre émission en direct de la CNE où nous donnons la parole à nos invités et la vérité à nos auditeurs. Restez à l'écoute, restez scotchés, restez attentifs. Il est 9h39 ici à Los Angeles. Oui, chers auditeurs et auditrices de la radio CNE, bonjour et bienvenue à l'émission Paroles et Vérités de ce samedi 10 mars 2018. Notre invité du jour est M. Cabral Libby, qui jouit d'une forte popularité sur les réseaux sociaux et est candidat à l'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2018. Il serait important pour nos auditeurs de préciser que notre invité est le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Alors nous aurons l'occasion d'en parler avec lui tout à l'heure. Et il est aussi important de préciser au niveau de nos auditeurs et auditrices qui voudraient poser des questions à notre invité de se patienter car un temps leur sera accordé. Alors, sans tout tarder, voici donc votre émission Paroles et Vérités. Merci à Joe, le super, notre technicien à la console, pour ses agencements, puisque c'est Joe qui gère un peu toutes les stations de la radio CNE à travers les grandes villes. Alors, bonjour Monsieur Cabral Libby et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais écoutez, je vous dis bonjour et bonsoir, parce que le décalage horaire fait que nous soyons au crépuscule, j'ai même envie de dire à la tombée de la nuit. Donc bonsoir à vos millions de cyber-auditeurs partout dans le monde. Alors, Monsieur Cabral Libby, depuis la publication de notre bulletin d'information, ils sont nombreux ceux ici en Amérique du Nord qui déjà vous suivent certainement sur les réseaux sociaux, mais seront ravis de vous écouter en direct sur la CNE afin de vous connaître davantage. Sur ce, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, Monsieur Cabral Libby? Je suis donc Cabral Libby, je suis un Camerounais âgé de 38 ans, juriste internationaliste de formation, 14 ans que je ferraille dans le champ public ou le champ politique. Et depuis le 2 février dernier, j'ai été investi par le parti politique Univers, candidat à l'élection présidentielle. Ok, merci M. Cabral Libby. Et puis, on précise que ici au niveau du Canada, on a l'impression que la jeunesse africaine est en train de prendre les choses en main, puisque n'oublions pas qu'il y a le samedi passé, c'était à Ouastalon, un jeune aussi de 38 à 40 ans aussi qui est candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire dans son pays. Alors, donc c'est une manière de dire que la jeunesse africaine n'est plus maintenant reléguée au second plan, justement. Celle qui était tout le temps chargée d'installer les bâches, céder la place aux aînés, alors que c'est cette jeunesse-là même qui organise les marches, puis des conférences, mais en définitive, on les oublie. Alors, cette fois-ci, nous avons aussi au niveau du Cameroun un jeune de 38 ans, mais qui est 14 ans, comme je viens de le dire, qu'il est en politique. Alors, M. Cabral, nous allons donc structurer cet entretien en 4 grandes parties. Oui, l'actualité au Cameroun d'abord, les élections qui auront lieu au Cameroun en 2018, cette année, le mouvement 11 millions de citoyens, c'est ce que mon collègue Don disait tout à l'heure, qu'on aura l'occasion d'en parler, puisque là, vous aviez cité les objectifs, vous en aviez parlé de 3 objectifs, mais probablement vous allez nous énumérer tout à l'heure lorsqu'on sera sur ce point. Et puis votre programme des sociétés, puisque c'est aujourd'hui, il y a plus de 3000 Camerounais ici à Toronto. Et puis hier, c'est comme si l'émission avait déjà commencé.
qu'est-ce que M. Cabral pourra apporter à la jeunesse. Donc, nous aurons l'occasion. Alors, Don, est-ce que tu es d'accord avec ces points que nous avons retenus ici au niveau de Toronto pour en parler avec M. Cabral? Oui, ça va. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'irai tout droit au but pour interpeller notre invité sur ces divers points, en commençant par... Nous avons, M. Cabral, noté bon nombre de changements intervenus récemment sur l'échiquier politique camerounaise, tel que le remaniement et appointement, comme on le dit, des ministres, la convocation du collège électoral pour les sénatoriales qui auront lieu ce mois de mars, la nomination des membres du Conseil constitutionnel qui ont déjà prêté serment, il semblerait, la grève des enseignants pour salaire impayé et bien sûr la crise anglophone qui persisterait toujours. Alors, M. Cabral, commençons par le récent remaniement. Brièvement, quels sont vos commentaires? Était-il attendu? Que pensez-vous des nouveaux ministres entrants et sortants? Soyez vraiment bref parce que nous allons aborder les sujets importants plus tard. Alors, lorsqu'on parle de ministres entrants, il n'y en a pas beaucoup. Okay. Je crois qu'il n'y a qu'un seul qui est entrant, parce qu'il était jusqu'ici conseiller technique au premier ministère. C'est le ministre de la décentralisation. Tous les autres, à la vérité, sont dans le gouvernement depuis longtemps. Mais on les présente encore curieusement et abusivement comme des ministres entrants. Parce que je rappelle que lorsque vous avez rang de secrétaire d'État, vous êtes un ministre assimilé. Donc, Mme Nalova Lyonga, qui accède au ministère des enseignements secondaires, était recteur. Rang de secrétaire d'État, M. Atanganji était déjà à la présidence de la République comme secrétaire permanent du Conseil national de sécurité avec rang de ministre. Donc, je cherche toujours, et pour le reste, c'est des jeux de chaises musicales. À titre personnel, je n'en attendais pas grand-chose, parce qu'il y a longtemps, je ne sais plus quel est le 40e gouvernement que le président Biya nous a livré récemment, et c'était un gouvernement d'1 an, puisque de toute façon, en novembre 2018, un autre président prêtera serment au Cameroun et formera un autre gouvernement. Donc, c'est un gouvernement, je crois, de campagne. Il en a l'habitude un peu depuis quelques années, mais au fond, ce ne sont même pas de gouvernements de campagne qu'il fait souvent. À moins d'1 an des élections, c'est une habitude chez lui. C'est généralement un acte politique qu'il pose pour ramener l'attention sur lui. Mais le seul enseignement, je ne sais même pas, peut-être le mot enseignement serait abusif, qu'on peut en tirer, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de ces turiféraires disaient ici et là, il a essayé de régler la crise anglophone en posant un acte politique. Et il a fini par donner raison à tous ceux qui disaient que cette crise était devenue une crise politique et que les solutions devaient être politiques et non plus corporatistes ou militaires, comme c'est le cas maintenant. Il a confié 2 ministères de souveraineté à des anglophones. Jusqu'ici, la pratique au Cameroun, c'était que le premier ministère était dévolu à la partie anglophone, qui, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, constitue 2 des 10 régions du Cameroun. Et jusqu'ici, c'est une pratique consacrée au Cameroun. Le poste de premier ministre leur était dévolu, en tout cas depuis pas 92, parce que 92, c'était M. Sadou Ayatou. Mais après M. Sadou Ayatou, ça a commencé avec M. Achidi Achou et depuis, ça n'a jamais cessé. C'est toujours dévolu aux anglophones. Et les autres ministères de souveraineté étaient concédés à des personnes ressortissantes d'autres régions du pays. Mais là, pour une fois, en plus du premier ministère, il concède aux anglophones l'administration territoriale et les enseignements secondaires. Donc, de mon point de vue, c'est une façon pour lui de régler déjà ou d'entamer le règlement de cette crise par un acte politique. Ben, je dis tant mieux. Sauf que quand même il décide de le faire, le choix qu'il fait, le casting qu'il fait, il choisit de promouvoir l'aile dure. Je rappelle que jusqu'ici, si la crise anglophone s'est exacerbée, c'est parce qu'il y a eu un enchaînement d'erreurs. Et ces erreurs sont constitutives généralement de la brutalité. Et les 2 personnes qui ont été les porte-flambeaux de la brutalité, ce sont ces personnes qui ont été nommées. Monsieur Atanganji, dont la dureté est bien connue, lui il est prêt à tout pour son créateur, et Mme Nalova Lyonga qui avait provoqué un soulèvement d'étudiants. À l'université de Boya, c'est son choix. Moi je dis aux Camerounais, ce n'est plus important, c'est l'avenir qui nous préoccupe. Les actes du président Biya, vraiment, c'est juste de l'animation politique. Ok. Justin, tu as quelque chose
Oui. Parce que nous allons, je préfère que nous réservons toutes les questions à nos auditeurs qui nous suivent. Monsieur Cabral, ils sont sur place au Cameroun, ils connaissent mieux, ils vivent la situation. Donc, vu le temps, je pense que si on peut avancer, et dès qu'on va ouvrir les antennes, parce que nous recevons déjà des questions là sur notre SMS. Bon, vas-y Justin. Oui, écoute, Don, ici au studio de Toronto, bon, c'est comme si M. Cabral était en train de donner un coup à l'amphi, à l'université, puisque tout le monde est en train de prendre note ici. Mais on a noté ici que, écoutez, le remaniement ministériel dont on parle tant au Cameroun, ce n'est qu'un jeu de chaises musicales. Alors, donc, puisque le seul poste qui a été comblé, comme M. Cabral vient de dire, le seul nouveau ministre entrant. Oui, c'est ça. C'était mais cette personne avait déjà été le rang des secrétaires d'État, donc ça ne change rien. Et puis, ce remaniement vise... L'entrant n'avait pas rang de secrétaire d'État, il était dans ses rangs de direct. Ok. D'accord. Monsieur Elanga, Obama. D'accord. Bien. Alors, je pense que nos amis ici ont bien noté. Et puis, effectivement aussi, donc, nous recevons beaucoup de questions ici, parce que là, ça, c'est une réalité que les Canadiens ignoraient. C'est-à-dire que faire un remaniement à quelques mois de l'élection présidentielle, cela vise, c'est plutôt sa campagne qui l'organise. Il y a des questions à se poser, quoi. Alors, M. Cabral, est-ce que vous pouvez nous parler des sénatoriales? Vous êtes professeur de droit constitutionnel, si je ne me trompe. Est-ce que tous les éléments, selon vous, sont réunis pour que ces élections se tiennent au Cameroun durant ce mois de mars? Les sénatoriales, bien sûr. Oui. Alors, c'est vrai que je suis dans un pays où les gens aiment les titres, mais je ne vous laisserai pas dire que je suis professeur de droit constitutionnel. Vous savez, à l'université, ici, chez nous, ce sont des titres qui sont sacrés. Le titre de professeur, on y accède au bout de tous les autres grades, dont assistant, chargé de cours, maître de conférence, et puis professeur. On y accède généralement quand on a près du double de mon âge. Donc, je ne suis qu'un modeste enseignant de droit, qui a aujourd'hui le grade de moniteur. J'enseigne encore les tout jeunes dans le cadre des TD. Néanmoins, si je peux former les plus jeunes, c'est qu'il y a quand même des rudiments, ceux liés aux élections et au Parlement, que je peux prétendre maîtriser relativement. En ce qui concerne le Sénat, il faut savoir qu'il a été institué par la Constitution de 1996. Et cette Constitution dit que le Sénat est la deuxième chambre parlementaire qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Ça veut donc dire que lorsqu'on décide de mettre en place le Sénat, on devrait mettre en collectivités territoriales décentralisées. Quelles sont-elles, les collectivités territoriales décentralisées? Ce sont les mairies, les communes, d'abord les mairies au niveau des communes, ensuite les conseils départementaux, après les conseils départementaux, les conseils régionaux. Qui vote où? Les maires, les conseillers municipaux sont élus c'est le suffrage direct, sont élus par tous les citoyens à la proportionnelle. Les conseils départementaux et les conseils régionaux sont élus, notamment les conseils régionaux, par les conseillers municipaux et ensuite par les conseillers départementaux. Alors, les sénateurs, eux, ils sont donc élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. C'est donc lorsqu'on a fini de mettre en place ces strates préalables qu'on doit élire les sénateurs. Sauf que, curieusement au Cameroun, alors qu'on n'a pas achevé de mettre en place les institutions de décentralisation, on a décidé depuis 5 ans, en 2013, de faire des élections de sénateurs. Donc, il n'y a que 10 600 électeurs, uniquement les conseillers municipaux. Et la question que moi j'ai toujours posée, c'est à quoi ça sert donc ce Sénat?
soit c'est un Sénat qui est véritablement représentatif des collectivités territoriales décentralisées. Dans ce cas, on achève de les mettre en place pour ensuite désigner des sénateurs qui vont donc jouer ce rôle-là, ou alors on ne le fait pas. Mais le président Biya, puisqu'il est maître du jeu en tout temps, en tout cas c'était le cas jusqu'ici, il a décidé de le faire. Et du coup, en réalité, le Sénat est devenu une chambre reposoire de quelques vieux amis qu'on n'a pas pu situer ici ou là, qui étaient en retraite et qu'on a décidé d'envoyer là-bas meubler le temps. Ce d'autant qu'il y a une structuration constitutionnelle telle que ce Sénat n'a même pas d'attribution propre. Parce que dans d'autres pays, le Sénat a quelques attributions propres. Dans le cas spécifique du Cameroun, le Sénat n'a même pas d'attribution propre. C'est-à-dire, c'est véritablement une chambre d'enregistrement. Lorsqu'une loi est votée à l'Assemblée nationale, elle est envoyée au Sénat pour qu'elle soit entérinée. Et la Constitution prévoit d'ailleurs quelques cas de figure qui sont très intéressants. C'est le premier cas de figure, lorsqu'une loi sort de l'Assemblée nationale et qu'elle est... Bon, on ne s'y intéresse pas parce qu'elle est validée automatiquement. Mais la question que tout citoyen a le droit de se poser, c'est que le Sénat peut-il réformer une loi qui a déjà été votée à l'Assemblée nationale? Je vous réponds tout de suite sans ambages, non. Parce que même en cas de rejet, cette loi revient à l'Assemblée nationale. Et si elle est à nouveau rejetée, ben, le président a deux options. C'est que soit il convoque les deux chambres en congrès, soit alors il décide de dire à une des chambres de faire ce qu'il veut, ou alors il met même un terme tout simplement à ce jeu-là. J'invite mes compatriotes à lire la Constitution à ce propos. Donc, en fait, c'est une chambre, de mon point de vue aujourd'hui, qui n'a même pas lieu d'exister, parce que c'est en plus un gouffre à sous. Le président, et en plus, je ne sais pas si beaucoup qui nous écoutent le savent, cette élection, en fait, c'est même pas pour tous les sénateurs, parce qu'ils sont 100, à raison de 10 par région, okay. Mais en fait, il n'y a que 70 sénateurs qui sont élus. Les 30 autres sont nommés par le président de la République. Donc, non content déjà de manager, d'installer ses amis, de les faire élire, mais il s'octroie même carrément, mais c'est constitutionnel, hein, je le précise, le pouvoir de nommer qui il veut. Mais le plus important et peut-être même le plus intéressant que les gens doivent savoir, et on ne va pas y perdre davantage de temps, c'est que sur les 10 600 conseillers municipaux, 8 000 sont du parti au pouvoir, c'est-à-dire du RDPC. Donc, en réalité, nous allons, tous ceux-là dont les listes viennent d'être validées, en tout cas au nom du RDPC, ont déjà commencé à organiser des fêtes. Puisque dès que votre liste a reçu l'investiture du parti, vous savez que vous êtes déjà élu député. Donc, vous pouvez commencer à faire des petites réceptions en attendant l'élection. Je vous parle là des choses qui sont vécues. Donc, bon, c'est une élection sans grande surprise. On sait exactement ce qui va se passer. Les listes, ils ont rendu public, en tout cas le RDPC, les listes. Donc, on sait que ceux-là seront sénateurs. Mais à partir du moment où c'est une chambre qui n'a pas d'attribution propre, il n'y a pas grand-chose à en attendre, malheureusement. Ok, bien, mais merci M. Cabral Libye. Donc, vous avez entendu, hein, au niveau des... Parce qu'ici, les Canadiens, nous suivons attentivement tout ce que M. Cabral Libye est en train de dire. C'est très clair, bon, mais que le Sénat, c'est juste une boîte d'enregistrement. Bon, oui, parce que jamais une loi n'a été rejetée par le Sénat. Bon, donc... Et puis bon, mais comme il a si bien dit, hein, ce sont les amis du président qui sont au Sénat. Parce justement, que quand il doit nommer déjà 30, et puis bon, les autres 70, bon, mais évidemment, ce sont des arrangements. Et puis, il a aussi souligné un point important. La collectivité. Oui, les collectivités territoriales de centralisation ne sont pas mises en place. Justement. Avant. Donc, je pense que je passe le micro au niveau de Los Angeles. Oui, Justin. Parlant de vieux amis qu'on a repêchés de la retraite, j'aimerais demander à M. Cabral au sujet du Conseil constitutionnel. Vous attendiez-vous à ce que ces personnalités soient nommées pour prendre la direction du Conseil constitutionnel, ou bien que pensez-vous de leur impartialité? Est-ce que ce Conseil serait à la hauteur de leurs tâches, par exemple, apporter des solutions aux disputes électorales, s'il y en a? Écoutez, de toute façon, le Conseil, il a été mis en place et mon souhait le plus cher, c'est qu'il fasse au moins
le travail qui est le leur, qui consistera à proclamer mon élection en novembre prochain. Mais en dehors de ça, je crains qu'il ne faille pas y fonder tout autre espoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Le président Biya a décidé récemment de meubler ce conseil, qui a en réalité été mis en place en 1996 par la constitution de cette année-là. Et en 2002, je crois, c'est en 2002, c'est exactement ça, une loi a été votée portant organisation et fonctionnement de ce conseil constitutionnel. Je vous laisse le soin de compter à chaque fois le nombre d'années qui séparent les actes. 96, création du conseil, 2002, loi portant organisation et fonctionnement, et puis 2008, parce que ça, on n'en parle pas suffisamment. 2008, assassinat de ce conseil. J'emploie un terme qui est un peu violent. Je vais vous dire pourquoi le conseil est assassiné en 2008. Pour vous dire ensuite pourquoi moi je sais dans mon esprit qu'en réalité, il n'y avait plus de conseil à attendre. Je me vertuais d'ailleurs dans les médias à dire aux gens, mais arrêtez de parler de conseil constitutionnel, il n'en existe plus au Cameroun. Et même lorsque récemment il a décidé de dire mettre ses amis, j'ai encore vu des gens s'emballer dans les chaumières, à consacrer des heures à en débattre. Et moi, j'étais étonné. Je me demandais, c'est moi le problème ou c'est les autres le problème? Je vais vous dire pourquoi. Lorsque la Constitution de 96 met en place le Conseil constitutionnel, c'est un conseil prometteur à cause de deux éléments qui sont très importants. La durée du mandat et l'inamovibilité, en réalité. Le mandat était de 9 ans et non renouvelable. Non renouvelable. Je parle d'inamovibilité, mais c'est une inamovibilité relative. C'est qu'en fait, vous faites vos 9 ans, mais vous savez que pendant les 9 ans, vous ne pouvez pas partir, mais au bout de 9 ans, vous partez. Ce qui était intéressant avec la durée de ce mandat, c'est qu'il était plus long que le mandat présidentiel. Le mandat présidentiel au Cameroun, c'est 7 ans. Et le mandat du conseiller, à l'époque, c'était 9 ans. Ça veut dire que ce conseiller-là pouvait proclamer les résultats d'un seul président en réalité. C'est-à-dire, il proclame les résultats du président, 3 années plus tard, il s'en va, on en nomme d'autres qui vont proclamer les résultats du président, suivra et ainsi de suite. Importante d'indépendance. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé en 2008? On a ramené le législateur, mais sous le diktat du pouvoir, parce que même l'Assemblée nationale est à 80%, je crois, aux couleurs du parti du président, qui en est lui-même le président du Conseil. Et on a ramené, donc, le législateur a ramené à 6 ans le mandat des membres du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire 3 de moins que le mandat du président de la République. Et il a rendu ce mandat renouvelable. Il les a donc d'abord fragilisés sur la durée, c'est-à-dire 1 an de moins, non, en fait 3 de moins que l'ancien, mais 1 an de moins que le mandat présidentiel, qui lui est de 7 ans. Ça veut dire que si vous êtes membre du Conseil constitutionnel, vous avez intérêt à être l'ami du président. Parce que d'abord, vous partirez 1 an avant que lui, son mandat n'arrive à terme. Et puis, si vous êtes ami avec lui, il peut vous le renouveler justement avant l'élection. C'est du chantage. Dès ce moment-là, les conseillers constitutionnels perdaient toute indépendance. Mais même là, le conseil n'était toujours pas mis en place. Je vous rappelle les dates. 96, mise en place constitutionnelle. 2002, avènement de la loi portant organisation, fonctionnement. 2008, révision de la Constitution pour une institution qui n'existe toujours pas, en fait, donc qui n'est toujours pas dotée de membres. Et puis 2018, on décide donc de nommer des gens qui arrivent donc dans un contexte où ils ont intérêt, en principe, à être amis du président. Mais bon, on peut toujours dire, bon, c'est 2018, ils ne sont pas obligés d'être aux ordres du président. En plus, de toute façon, le président les a quand même nommés pendant l'année électorale. Ils peuvent décider de faire leur travail en toute honnêteté et être l'ami du président qui va arriver après. De toute façon, celui qui arrive après ne peut pas les enlever. Ils seront quand même là au moins pour 6 ans. Oui, M. Cabral. Le président Biya a fait la même lecture et a donc décidé d'y mettre ses amis fidèles. Il a donc nommé comme président M. Tangana, qui était l'ex-président
de la chambre administrative de la Cour suprême, dont on connaît l'indépendance, entre guillemets, durant toute sa carrière, une telle indépendance qu'on la cherche toujours. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il y a même mis son parent, mais peut-être pas son parent, mais son ami d'enfance, qui a toujours été son conseiller spécial depuis une éternité, M. Foumanakam, qui y est déjà. Je crois d'ailleurs que son bureau est toujours à la présidence parce qu'il va au travail tous les matins, parce qu'il est le conseiller juridique du président. Et puis il a nommé une flopée d'anciens ministres, d'anciens PCA, qui n'ont pas manqué au jour de leur nomination de fêter. Monsieur Cabral, de rendre grâce à leur créateur, le président. Nous allons continuer là, Monsieur Cabral. Nous retenons ici que l'impartialité de ce Conseil constitutionnel est douteuse, suivant vos dires, et nous avons noté ça, et j'espère que nos auditeurs nous suivent. Nous allons avancer sur le prochain point d'actualité au Cameroun. Il semblerait qu'en Allemagne, le salaire des juges, des médecins et des ingénieurs serait bas comparé à ceux des enseignants. Cela aurait demandé à la chancelière de les reclasser au niveau supérieur de celui des enseignants. Mais la réponse aurait été ferme. Comment espérez-vous avoir un salaire plus élevé que ceux qui vous ont enseigné? Alors, M. Cabral, les informations qui nous parviennent du Cameroun font état que des enseignants sont en grève pour salaire non payé. Comment expliquez-vous cela, M. Cabral? D'abord, l'information qui dit qu'ils sont en grève n'est pas vraie. Parce que le mot grève a un sens en droit. Et généralement, la grève elle est organisée au sein des syndicats. Donc, il y a un mot d'ordre. Le syndicat se réunit, formule un mot d'ordre, donne un ultimatum, et puis la grève se manifeste par une cessation de travail. Bon, merci pour la correction. Il n'y a pas eu de cessation de travail d'enseignants au Cameroun sur le fondement d'une grève. En revanche, ce qui s'est passé, c'est un mouvement, c'est une mobilisation spontanée, mais évidemment préparée par quelques enseignants dans un groupe informel qui est dénommé enseignants indignés. En fait, ça a commencé l'an dernier, ça a eu lieu, une telle mobilisation d'enseignants a eu lieu qui se caractérise simplement par un rassemblement d'enseignants devant le ministère des Finances, qui généralement ne bloquent même pas la route d'ailleurs. Ils n'interrompent même pas la circulation. Ils se contentent généralement souvent de se masser devant le ministère des Finances avec des pancartes appelant à leur prise en charge. Et ils se font donc appeler enseignants indignés. Bon, maintenant, le nom a changé, c'est les nouveaux enseignants indignés. Parce qu'apparemment, ceux de l'an dernier ne sont plus indignés parce que après leur mobilisation, ils sont entrés en négociation et leur situation a été réglée. Mais de quelle situation on parle? C'est pour ça que j'ai aussi envie de vous dire que même le parallèle que vous faites comme avec l'Allemagne est quelque peu impropre quand on parle de la situation du Cameroun. La demande des enseignants ou des nouveaux enseignants indignés ne porte pas sur l'augmentation du salaire. Elle porte simplement sur l'octroi de ce salaire. Parce que la situation au Cameroun veut que lorsque ces enseignants vont à l'école normale, c'est le nom de l'institution qui les forme, de l'établissement qui les forme, École normale supérieure, il y en a plusieurs maintenant, mais c'est le même nom. Ils ne reçoivent pas de bourse pendant qu'ils sont à l'école, contrairement par exemple à ceux qui sont formés à l'ENAM, l'École nationale d'administration, et qui sont inspecteurs des impôts ou magistrats. Eux, ils ne reçoivent pas de bourse. Ils achèvent leur formation de 3 ans pour certains, 2 ans pour d'autres, et ils sont affectés. Ils sont affectés généralement dans les localités reculées du Cameroun, et même dans les localités moins reculées, mais de toute façon, ils sont affectés. Et ils sont contraints d'aller prendre service et de travailler sans salaire. Parfois pendant 3 ans, 4 ans, il y en a qui sont même à plus de 5 ans. Et ça ne s'explique pas que des personnes achèvent leur formation, sont parfois affectées pour certains à 400, 500 km du lieu de leur résidence et de leur formation, et ils se retrouvent complètement dans l'indigence et à la merci de toute forme de tentation, et pour ne pas dire plus. Ce sont ces enseignants-là donc qui se sont regroupés pour crier leur désarroi et appeler à leur prise en charge. Ce qui est absolument inadmissible et incompréhensible. Comment ça se fait que dans un pays, ceux qui forment nos enfants ne demandent même pas d'augmentation, je le précise encore, parce que ça aussi il faut le reconnaître.
c'est qu'en termes de grille salariale de fonctionnaires au Cameroun, tout le monde est mal payé, ça c'est clair. Mais les enseignants sont les moins mal payés au Cameroun, effectivement. C'est-à-dire que lorsque vous comparez le salaire, par exemple, d'un professeur de lycée, salaire brut, sorti d'école, au salaire, par exemple, d'un administrateur civil, le salaire de l'enseignant est beaucoup plus élevé. Sauf que, évidemment, l'administrateur civil, 3 ans plus tard, sa vie a complètement changé parce que le système de corruption qu'il y a dans l'administration fait que, pour des raisons que personne ne peut comprendre, celui qui gagne moins, a déjà acheté 3 voitures 3 années plus tard et construit 4 duplex. Allez savoir comment. Peut-être qu'ils font un peu de magie. Mais ces enseignants-là, ils demandent simplement à être pris en charge. Chaque fois qu'ils se sont manifestés comme ça a été le cas, curieusement, la magie se produit. On les appelle à négociation et quelques semaines après, vous voyez une longue liste sur laquelle figurent tous leurs noms. Pourquoi attendre toujours? Mais pourquoi ça s'explique? C'est qu'il y a un système de corruption installé au ministère des Finances qui fait que chacun y va, il y a des guichets de prise en charge. Vous y allez, vous négociez, vous tchokoez. C'est un verbe qu'on emploie chez nous, le tchoko. Vous tchokoez, vous versez le tchoko. C'est-à-dire un pourcentage, soit de votre rappel ou autre. Là que miraculeusement, vous avancez vite. Du coup, ils sortent d'une promotion, année 0, disons 2018. L'année qui suit, ils ont leur salaire et leur rappel, avant des personnes qui sont sorties 4 ans plus tôt. Parce que bon, les gens ont compris qu'il fallait verser quelque chose au péage et d'autres ont refusé de le faire. Mais en tout état de cause, rien n'explique, mais alors rien. Qu'un État normal qui prétend se respecter ne puisse pas prendre des dispositions d'ordre salarial pour que enseignants ou des étudiants enseignants ou simplement des enseignants sortis d'école puissent accéder à leur rémunération. Oui. Cela, mais alors rien, si ce n'est la malgouvernance et la corruption. Oui, nous notons que le dénominateur commun, c'est la corruption. Justin Oui, nous suivons ici au Canada. Vous savez, il y a une dame qui vient de nous écrire de Sherbrooke qui dit que moi, je salue votre invité puisqu'il fait preuve de beaucoup d'humilité quand il dit que il n'est qu'un simple chargé de travaux dirigés à l'université parce que ici, alors donc ça veut dire qu'il est beaucoup humble et puis il salue aussi le génie politique du président Biya qui gère toute cette situation. Alors et puis il y a un autre monsieur aussi qui nous dit ici que lui il a retenu ce verbe tchokoué. Alors donc désormais qui serait utilisé ici au Canada. Mais je pense que... Oui, Justin, alors, vraiment on n'a pas assez de temps. Oui. Donc, alors si oui, nous allons donc, si vous le permettez, Don, on va passer au second point, ce qui concerne la crise anglophone, puisque beaucoup d'anglophones au niveau des Camerounais ici, enfin ils sont très très nombreux et puis ils nous suivent et bon, mais ils nous parlent poser la question qui concerne la crise anglophone à votre invité. Bon, évidemment, Monsieur Cabral en avait déjà. Il avait énuméré quelques points concernant le traitement réservé aux anglophones. Et puis, bon, mais il disait même que le rôle du Premier ministre était dévolu aux anglophones. Donc, mais c'était de manière succincte. Donc, est-ce que, parlant de la crise anglophone, M. Cabral, à votre avis, dites-nous pourquoi est-ce que cette crise perdure? Tout à l'heure, vous en aviez parlé un peu, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail même après l'arrestation du leader, M. Ayouk et autres, on assiste toujours à des rebondissements et selon tous ces Camerounais anglophones qui sont ici à Toronto, quelles pourraient être là où les solutions de M. Cabral pour enfin mettre un terme à cette crise? Je commence par la fin. La crise anglophone est aujourd'hui dans une impasse. Et bien malin serait l'homme politique qui vous formulerait la solution magique pour la résoudre aujourd'hui. C'est l'histoire d'une crise corporatiste qui est devenue politique et militaire. Parce que je rappelle qu'il y a quelques jours, le président de la République a créé une 5e région de gendarmerie. 5e région militaire, d'ailleurs, comme on dit. Et il a nommé des responsables. Et ceux qui ont certaines informations font état de ce qu'il y a certaines localités dans les 2 régions anglophones qui sont de vrais théâtres de guerre. C'est-à-dire que
aujourd'hui, il y a des pertes en vies humaines des deux côtés. Du côté de l'armée, pertes sur lesquelles on communique généralement beaucoup plus et dont on ne donne pas d'ailleurs toujours le nombre exact de décédés. Mais de toute façon, nulle part au de militaires qui tombent au front et devant des personnes civiles qui meurent. Mais d'où est partie la crise? Moi, je crois que la crise s'est enlisée parce qu'elle a été simplement mal gérée. Et elle n'a pas été mal gérée faute d'intelligence, faute d'idées, faute de génie, faute de propositions. Elle a été mal gérée simplement parce que le président, comme d'habitude, s'est lui-même enlisé dans son entêtement, en cela par ses griots, dont certains d'ailleurs viennent d'être choisis au gouvernement pour l'y encourager. La crise anglophone, bref, historique, elle n'est pas propre, elle ne vient pas des Camerounais. J'ai envie de dire que c'est une importation. Le Cameroun, et ceux qui nous écoutent doivent le savoir, était au départ un protectorat allemand en 1884, donc sous domination allemande. L'Allemagne perd la Première Guerre et perd avec, par voie de conséquence, ses territoires. Le Cameroun en fait donc partie, comme le Ghana d'ailleurs, le Togo et autres. Et le Cameroun est donc dévolu aux vainqueurs de la guerre. Et pour le cas spécifique du Cameroun, c'est deux d'entre eux, l'Angleterre et la France, qui en 1916 donc se partagent le butin de guerre et le territoire appelé Cameroun avec K. Après la Première Guerre mondiale, oui. Et les deux puissances se partagent donc ce butin. L'une d'entre elles se contente d'une plus grosse part, environ 80% du territoire, et l'Angleterre, qui avait déjà fort à faire avec le gros Nigeria voisin, se contente juste d'une légère bande côtière avec une partie dans l'Interland, les deux régions nord-ouest-sud-ouest. Mais dès cet instant-là, j'ai envie de dire, commence donc la crise anglophone. Parce que le pays qui était tranquillement protectorat allemand rentre sous une double domination politique et culturelle. D'un côté, la France avec ce qu'on a appelé le régime de l'indigénat, et de l'autre, le régime anglo-saxon du Indirect Rule. C'est donc deux cultures qui se mettent en place jusqu'à l'indépendance en 1960. Et il faut régler le problème. On va donc trouver la solution du fédéralisme, c'est-à-dire 2 en 1, en octobre 1961, suite à un plébiscite organisé par les Nations Unies, où certains Camerounais choisissent donc de se rattacher au Cameroun, mais sous la forme fédérale. Nous allons rester sous la forme fédérale pendant 11 ans, jusqu'à 1972, date de révision de la Constitution, qui fera donc du Cameroun une république, un système unitaire, une république unitaire. Sauf que, quand vous unissez deux cultures dont l'une est dominante par sa démographie, celle qui est minoritaire commence à s'estimer écrasée et commence à nourrir un certain nombre de frustrations. Et depuis lors, d'ailleurs, il y a toujours eu des franges d'anglophones qui demandaient à tout le moins le retour au fédéralisme. Ça, c'est une demande qui est prégnante et qui est récurrente. Sauf qu'il y a aussi ceux qui, depuis 61 d'ailleurs, et qui ont toujours aujourd'hui leurs héritiers et leurs successeurs, nonobstant le fait est devenu entre-temps une infraction pénale d'ordre criminel, article 111 du Code pénal, mais qui continuaient quand même à revendiquer la sécession, mais comme ils étaient évidemment marginaux, ça n'intéressait personne. La crise éclate donc en novembre 2016, suite à une accumulation de frustration. Et la crise, elle est corporatiste. Les demandes en novembre 2016 sont corporatistes et c'est justifié. Les enseignants demandent des réformes du système éducatif parce qu'ils estiment que le système éducatif actuel, dans les programmes, l'affectation des enseignants et autres, ne tient pas suffisamment compte des spécificités anglophones. Les avocats anglophones, de leur côté, eux aussi expriment un certain nombre de choses, notamment des réajustements dans le système judiciaire pour que soient davantage prises en cause les spécificités, prises en compte les spécificités anglophones. Mais évidemment, avant novembre 2016, plusieurs démarches avaient été entreprises, plusieurs réunions s'étaient tenues dans les salons conçus des ministères, mais jamais de solution en était sortie. Finalement, donc, ces deux corps de métier décident de manifester et l'État, le pouvoir, va choisir comme réponse la brutalité, en bastonnant sauvagement des avocats qui marchaient à Boya et dans le système éducatif, en réprimant les enseignants qui étaient entrés en grève, soit en révoquant ceci, soit en mettant à pied cela, soit en sommant ceci. Du coup, ça a créé une adhésion populaire qui a fait que les villes mortes ont commencé, certains leaders sont nés, une organisation est née, ça s'appelait le consortium, et qui regroupait donc en son sein un certain nombre de personnes de la société civile, pour certains qui avaient déjà un nom bien connu, parce que c'était des responsables d'associations d'avocats, M. Abobala. Et qu'est-ce que le pouvoir a choisi de faire? C'était de les arrêter.
Parce que malheureusement, les discussions avaient achoppé sur des questions politiques. Il y avait une translation des demandes corporatistes. Désormais, le consortium avait posé la question du fédéralisme sur la table et on leur a opposé une fin de non-recevoir. Et du coup, ça s'est gâté. Le pouvoir a décidé d'enfermer ses interlocuteurs en les traitant à l'époque de sécessionnistes. Bon, la suite est connue, finalement, puisque quand on a arrêté des gens pour rien, on finit évidemment par les libérer. Sauf qu'en ayant jeté en prison ces interlocuteurs modérés, le pouvoir a créé un vide qui a été occupé par les extrémistes, qui, eux, demandent la sécession. Et puis, les populations n'ayant plus, évidemment, à leur tête des leaders qui portaient véritablement leur cause, qui est majoritairement fédéraliste, il faut le reconnaître, ils se sont alliés derrière des sécessionnistes qui, en plus, recevaient un certain nombre de soutiens du monde entier, de la diaspora anglo-saxonne, qui, dans le désarroi, estiment finalement, aujourd'hui, en tout cas certains, qu'il faut carrément couper en deux le Cameroun, en fait, peut-être pas en deux, mais que les anglophones fassent un État que d'aucuns ont dénommé Ambazonie et que l'autre Cameroun, la République, demeure francophone. On en est là. Nous, aujourd'hui, nous pensons qu'on n'était pas obligé de bastonner des gens, de les brutaliser, puisque, curieusement, quand ça s'est véritablement bloqué, l'État a finalement concédé et aux avocats et aux enseignants ce qu'ils demandaient. Pourquoi ne l'avait-il pas fait en novembre 2000? Le problème avec la brutalité, c'est que, bon, ça peut marcher, et ça marche généralement du côté francophone. Je vous dis, parce qu'il y a eu héritage de l'indigénat, la soumission. Les francophones, généralement, dès que vous les bastonnez, ils se dispersent et ils courbent les chines. Les anglophones, c'est une culture différente et nous le savons tous. Et eux, malgré la brutalité, ils restent intrépides et les populations se montrent beaucoup plus solidaires. Parce que vous vous doutez bien que quand on dit ville morte, ce n'est pas par hasard que la ville est morte. C'est que tout le monde adhère. Donc, on en est là. On est dans une sorte d'impasse. Je regrette, et c'est encore l'occasion pour moi d'adresser mes condoléances aux familles endeuillées. Vous savez, c'est des morts pour rien. On aurait pu régler ce problème autrement. Mais malheureusement, les morts ont eu lieu. Battons-nous pour qu'il n'y en ait plus davantage. Et trouvons la solution. Nous autres, nous, le mouvement 11 millions de citoyens, nous proposons un État régional. Nous disons, mais peut-être on va en parler tout à l'heure quand on virera aux propositions. Nous croyons que la crise anglophone, c'est une crise autonomiste. Nous n'avons plus besoin de rentrer au fédéralisme qui, certes, a existé pendant 11 ans, de 61 à 72, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, on peut régler cette question en mettant un système régional qui figure d'ailleurs dans la Constitution de 96. Allons au bout de la régionalisation. Autonomisons les régions. Concédons à ces régions de véritables attributions. Que certaines questions soient gérées comme la Constitution le dit. Il y a 7 domaines qui, par la Constitution, sont débat. Allégeons le pouvoir central. Le président Biya, c'est l'alpha et l'oméga du Cameroun. Tous les pouvoirs sont entre ses mains. Déjà, lorsqu'il était jeune, c'était assez lourd. Maintenant qu'il a 85 ans, c'est plus lourd encore. Donc, il faut décongestionner l'État central. Il faut concéder aux régions une certaine autonomie. Nous pensons que ça va non seulement désamorcer la crise anglophone, mais même la crise des autres régions qui, elles demeurent latentes, mais on ne le dit pas suffisamment. Ok. Bien. Merci bien, monsieur Cabral Libye. Et puis, bon, je pense qu'on a pris vraiment... nos amis anglophones ont bien compris. Et même les Canadiens ici, qui ne savaient vraiment pas cette information, tous ces éléments-là, parce que là, quand M. Cabral dit que c'est une crise importée, parce que effectivement avant, bon, alors, il y a un monsieur qui dit ici que donc la France aurait dû prendre entièrement tout le Cameroun, puisque s'ils ont 80% et l'Angleterre 20%, je pense que la solution aurait été... Et la partie anglaise. La France, oui, récupère totalement tout le Cameroun. Alors bien, okay. Nous allons prendre donc une courte pause musicale et puis quand nous reviendrons, notre invité nous parlera des élections qui auront lieu en 2018, puisque nous, ici, c'est vrai que le temps nous fait défaut, mais son programme nous tient aussi énormément à cœur, puisque là... il a parlé d'autonomiser les régions. Est-ce que cela veut dire, c'est là comme le Canada ici, où chaque province a son drapeau, son premier ministre? Bien, donc M. Cabral aura l'occasion de nous en parler très largement. En profondeur, justement. Oui, beaucoup de questions puis, sur Justin, ce point. Alors, je te signale que la direction vient de nous accorder de temps supplémentaire. Ils ont trouvé que l'émission était très importante, qui était prévue pour 1 heure. Bon, ils nous ont demandé d'aller jusqu'à la fin. Bon, on va essayer de courir, Justin. Oui.
Donc oui, c'est le deuxième point de notre entretien après la courte pause va nous concerner le leader du mouvement 11 millions de citoyens. Ok, donc... Alors, puisque M. Cabral en avait déjà brossé. Alors donc, Don, sera l'occasion pour nous de prendre une courte pause et puis revenir très rapidement. This is CNE Network Radio, your best in community news and entertainment. CNE Network, the gateway to the diaspora. CNE, 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 CNE. Oui, vous êtes bien branchés sur la CNE, la radio mondiale émettant depuis Los Angeles, simultanément avec sa station de Toronto au Canada. Restez à l'écoute. Amiga, j'ai tellement de choses à te dire. Seulement, je n'arrive pas à exprimer tout ce que j'ai pour toi. Tout ça à cause de la tour de Babel, mais je peux quand même te dire les mots d'amour. Oui, cette chanson Tour de Babel par l'artiste, c'est un jeune Camerounais du nom de Batimo. Vraiment, je crois que les jeunes Camerounais au niveau de la musique, ils sont en train d'exceller en ce moment. J'aimerais interpeller les auditeurs qui aimeraient poser des questions à notre invité de patienter afin que nous entrions dans le vif de cette interview. Et tout à l'heure, c'était les actualités au Cameroun et nous avons, notre temps a été allongé, donc l'annonce de la tranche questions-réponses sera pour bientôt. Et sur ce, Justin, je pense que vous pouvez reprendre la communication avec Monsieur Cabral, notre invité spécial. Justin? Oui, Don, c'est vrai, puisque là, ici, on nous dit ici au Canada que Justin, arrêtez la musique parce que nous voulons écouter, vous savez, time is money. Et puis bon, mais les gens, certains sont au travail à leur pause. Oui, time is money. Ils sont connectés pour suivre cette émission. Alors, Monsieur Cabral, et pour ceux qui viennent de se connecter, sachez que nous avons aujourd'hui Monsieur Cabral Libi, qui est camerounais, 38 ans, et puis... il y a une dame qui dit ici qui sera le prochain président du Cameroun. Non, il est candidat à l'élection présidentielle. Oui, il faut faire la différence. Alors, Monsieur Cabral, dites-nous, qu'est-ce qui vous a animé au point de vouloir briguer la magistrature suprême dans votre pays, puisqu'on sait que Paul Biya, ce n'est pas... c'est quand même une longue histoire. Quand Paul Biya, ça me fait penser à Bongo, au président Houphouët-Boigny. Donc, Monsieur Cabral, qu'est-ce qui vous a donc animé? Comment est-ce que vous avez pu avoir tout ce grand courage, je dirais même cette audace de pouvoir briguer la magistrature suprême dans votre pays? Mais très simplement, je le fais maintenant parce que c'est maintenant que j'ai l'âge de le faire. Mais j'aurais pu le faire déjà il y a 14 ans. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que je sors de l'anonymat véritablement dans mon pays il y a 14 ans. C'était en 2004. C'était toujours une année d'élection présidentielle. Et j'étais déjà à l'époque porte-parole d'un mouvement de 1000 étudiants et d'ailleurs ensuite de 5000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. J'étais encore simplement étudiant à l'époque. Et puis, beaucoup me découvraient à la radio, à la télé. Bon, il y avait moins de télé à l'époque, surtout dans les journaux. Et peut-être dans les radios internationales comme RFI, BBC. Et puis, j'ai gardé cette flamme-là en moi. Il y a longtemps que je nourris une vision de mon pays. Je crois que ce pays pour lequel des gens se sont battus, ce pays pour lequel les gens ont fait tant de sacrifices pour son indépendance,
mérite une meilleure gouvernance, mérite une meilleure direction. J'ai profondément horreur de l'injustice. Et depuis, j'ai même envie de vous dire que si j'ai accepté de faire des études de droit, j'avais le choix entre les études de droit quand j'étais plus jeune et les études de médecin. J'aurais voulu soigner les gens. Mais je n'ai pas pu le faire parce que je n'étais pas fort en mathématiques. J'ai choisi de faire le droit, je me suis dit, ce sera ma façon à moi de soigner la société. Ça, c'était un rêve d'enfant. Et plus je grandissais en stature, en connaissance, cette vocation se précisait en moi. J'ai ma vision de mon pays. Je pense que mon pays doit être un pays qui protège ses enfants. Je pense que mon pays doit libérer les énergies. Nous sommes nationaux d'un pays qui a une grande chance. Nous avons des richesses incroyables. Le sol, le sous-sol, l'air, tout ce qu'on veut. Mais surtout l'humain. Le Camerounais, c'est quelqu'un de très brillant. Ses compétences sont reconnues dans le monde entier. Je ne fais pas offense aux autres nationalités. Mais la première ressource dont notre pays est miraculeusement doté, c'est la ressource humaine. Vous ne pouvez donc pas avoir autant de ressources humaines, autant de ressources naturelles et être un pays aussi méprisable que nous le sommes devenus aux yeux du monde. Et pour moi, ce pays, c'est ma vision. Un pays qui protège ses enfants. Que ce ne soit plus le pays dont les enfants s'enfuient pour aller au Canada, à Los Angeles, en France ou ailleurs, font montre de tant de talent, alors que dans leur propre pays, ils sont méprisés. Ils ne peuvent même pas simplement vivre. C'est quoi ce pays qui a cette idéographie, mais dont on manque d'eau, mais dans lequel on manque d'eau potable? C'est pas possible. Mais c'est pas faute de ressources humaines, je le dis encore, mais simplement parce qu'il est mal dirigé. Et moi, je porte cette vision depuis mon enfance. Aujourd'hui, je l'exprime publiquement. Un pays qui protège, un pays qui libère les énergies. C'est cette vision qui me porte. Maintenant, 2018, c'est une année spéciale. Au fond, ça pourrait même ne pas être le cas pour moi cette année. Mais vous oubliez qu'il y a eu un buzz. Il y a un peu plus de 8 mois. C'est que j'étais plus connu, comme on dit ici, un débatteur, comme un acteur public, comme un influenceur, comme on peut dire, un analyste politique. J'étais plus connu comme cela. Mais il s'est juste passé qu'un jour, j'ai annoncé qu'en 2018, j'entrais définitivement en politique pour poursuivre mon rêve dans le combat politique. Et bien, dès cet instant, bon nombre de mes compatriotes, par centaines, ont dit, si tu entres en politique, il faut que tu sois président cette année. Et bien, je leur ai dit, c'est bien, c'est très honorable. Moi, je me sens très honoré. Mais pour y aller, il faut que vous vous y intéressiez, vous aussi. Parce que si, comme le dit l'Institut national de la statistique, nous sommes 14 millions de Camerounais en âge de voter, comment ça se fait que même pas la moitié ne soit inscrite sur les listes électorales? Vous ne pouvez donc pas me dire, moi, d'être candidat dans un environnement où vous-même, vous n'êtes même pas disposé à sanctionner une offre de projet politique. J'ai donc lancé l'opération 11 millions d'inscrits dans l'optique d'atteindre 11 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Et puis, après le 31 août, parce que les inscriptions se déroulent chaque année du 1er janvier au 31 août, au 31 août 2017, suite à l'engouement que cette opération avait provoqué, nous nous sommes concertés et nous avons décidé de la transformer en mouvement associatif, dénommé donc 11 millions de citoyens, avec les objectifs que je déclinais tout à l'heure. D'abord, l'objectif traditionnel, l'inscription, mobilisation de 11 millions de personnes à s'inscrire sur les listes électorales, mais surtout, mobiliser les jeunes pour qu'ils soient eux aussi élus. Beaucoup de jeunes ne savent pas qu'au Cameroun, à 23 ans, on peut être maire. À 23 ans, on peut être député. Nous mobilisons les jeunes. Nous leur disons, mais ce n'est pas seulement pour les retraités et les croulants. C'est aussi pour vous. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ces héros du Cameroun, ces héros nationalistes du Cameroun dont on parle, je le rappelais à dessein dans mon discours à la jeunesse, puisque le 11 février, c'est la fête de la jeunesse au Cameroun, et le 10 février, j'ai fait un discours qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, où je rappelais aux jeunes que la plupart des héros nationalistes camerounais ont commencé leur militantisme à 20 ans, 24 ans, 25 ans. Beaucoup d'entre eux ont même été assassinés. Pour le plus ancien, je pense, c'était à 44 ans, Ruben Oumniobé. Tous les autres, c'était à 32 ans, 35 ans. Mais pourtant, ils ont pu graver en lettres d'or leur nom sur l'histoire du Cameroun. Eh bien, c'est ça, la jeunesse. C'est de cette jeunesse, c'est cette jeunesse-là que nous réveillons. Il faut qu'elle se sente héritière de ces devanciers nationalistes. Et même partout ailleurs en Afrique. Je rappelle que
Lumumba, Sankara et tous ces autres panafricanistes dont nous parlons, ils se sont distingués dans leur engagement dès leur jeune âge. Et nous disons donc aux jeunes, écoutez, c'est pas parce que vous avez amassé des milliards que par ailleurs vous avez volé après votre séjour au gouvernement que vous êtes fondé de prétendre aller à la conquête des suffrages de vos compatriotes. Eh bien, nous nous sommes donné cela comme objectif et nous travaillons véritablement à cela. Et nous avons donc inscrit dans notre agenda, évidemment, l'élection présidentielle. Nous pensons que si le premier président du Cameroun, le président Amadou Ahidjo, en 1960, est devenu président justement à 36 ans, c'est-à-dire il était de 2 ans mon cadet, et qu'on veuille nous faire croire que plus de 50 ans, avec les outils d'intelligence qu'il y a aujourd'hui, l'expertise qu'il y a aujourd'hui, pour diriger un pays, il faut absolument avoir plus du double de mon âge. Non, c'est inadmissible, c'est une vaste tromperie. Et bien nous disons aux jeunes, nous avons aujourd'hui la force démographique et le génie nécessaire pour y aller. Ok, ce que nous avons noté ici, 2018, Justin, année décisive. Oui. Et M. Cabral nous a dit tout à l'heure qu'on le considère comme un bon analyste politique, un grand débatteur, mais je n'en doute pas, M. Cabral, que vous soyez à la hauteur de la tâche, car on vous a souvent aussi traité d'un jeune loup aux dents longues. Dites-nous, quelle est la longueur de vos dents, de ces dents, et aussi sont-elles tranchantes? Donc, je pense que dans cette partie, vous pouvez nous parler de votre projet et nous dire comment est-ce que vous comptez, si vous êtes élu président. S'il est élu, c'est ça. Justement. Ouais. Dites-nous, M. Cabral. Écoutez, la longueur de mes dents, elle est proportionnelle à la vivacité de la flamme qui m'anime. Okay. J'ai un rêve pour mon pays et je me battrai pour que ce rêve se réalise. Et 2018, je vous l'ai dit, c'est une année décisive. Parce que, curieusement et coïncidemment, toutes les élections, en théorie, se tiennent cette année. Rarement, ça se produit dans un pays dans le monde. Il y a les sénatoriales, et puis il y a les députations, les municipales et la présidentielle, avec la particularité que les 3 autres dont je viens de parler, parce que la première, les sénatoriales, ça se tiendra le 25 mars prochain, mais les 3 autres se tiennent pratiquement à la même période, c'est-à-dire que les mandats s'achèvent pratiquement à la même période, c'est-à-dire organiser, lui, le président, les 3 le même jour, ou avec écart d'1 semaine, ou alors va-t-il proroger certaines de la Constitution camerounaise? L'élection présidentielle, elle, ne peut pas être prorogée, sauf à réviser la Constitution, ce qui pourrait être le cas, s'il le désire, dans cette session de mars qui se déroule, ou alors dans la session de juin, qui sera la dernière avant les élections. Okay. Donc, s'il le fait, bon, là, on verra. Mais en l'état actuel des choses, la présidentielle, elle, se tiendra immanquablement entre le 15 septembre et le 15 octobre. Et là, je peux vous garantir que mes dents, elles sont comme les griffes de chat. Elles sont longues et tranchantes. Lorsque les idéaux dont nous sommes porteurs sont attaqués, eh bien, nous réagissons. Mais elles demeurent normales et paisibles et pacifiques tant que nous partageons l'idéal de bien-être commun. Oui, Justin, vas-y. Oui, en fait, puisque là, c'est vrai que même la direction de la CNE nous a accordé un peu plus de temps, mais il y a une question qui revient ici, parce qu'après, tout à l'heure, là, nous allons donner la parole aux auditeurs, pour ceux qui ne peuvent pas poser la question directement et qui nous ont envoyé leurs questions par écrit. Alors, nous, ici au Canada, on voudrait bien comprendre, savoir exactement qu'est-ce que M. Cabral Libi peut nous proposer à la jeunesse camerounaise. Si en quelques 2 ou 3 phrases, s'il peut nous dire exactement, pas dans les détails, le contenu de son programme de gouvernement. Parce que là, tout à l'heure, il disait que, bon, mais si mes amis, bon, non, on voudrait bien voir au niveau de M. Cabral Libi. C'est pas donc si je me fais comprendre. Oui, je pense que s'il peut un peu articuler là-dessus, pas les détails, juste les grandes lignes. Oui, les grandes lignes de son programme. S'il le veut bien, peut-être qu'il ne veut pas déjà dévoiler les grandes lignes de son programme. Que je le veux bien. Allez-y. Je vous libre là mes intuitions, puisque de toute façon, nous faisons un travail inclusif. Et si vous nous suivez, vous savez que depuis quelques mois, nous avons lancé un appel public à contribution
aux Camerounais de tous bords, de la diaspora et ici, parce que, vous savez, on est dans un pays où nous avons une très forte culture de critique, mais nous inventons peu l'avenir. Et c'est pour ça que nous aimons les débats de critique. Mais depuis quelques mois, nous avons dit à nos compatriotes, notamment aux jeunes, selon les expertises, nous allons vers les corps de métier, nous allons vers les experts. Je n'ai pas manqué de faire même certains voyages pour aller m'inspirer des systèmes étrangers. Nous travaillons à consolider un projet qui va transformer le quotidien des Camerounais. Des choses simples. C'est pour ça que notre projet de société est dénommé, est titré, je vous l'ai livré tout à l'heure, un État qui protège et qui libère les énergies. Nous avons structuré notre projet en 11 points. D'abord, un cadrage étatique qui répond aux attentes des citoyens. Quelle est la forme de l'État que nous voulons? Comment nous agençons constitutionnellement nos institutions? Avons-nous besoin? Il faut que l'État ait la forme que les États souhaitent qu'il ait. Parce que l'État, on l'a défini, c'est abstrait. C'est un auteur qui disait « Qui a donc déjà pris un petit déjeuner avec l'État ?» L'État, c'est vous, c'est moi. Mais c'est nous qui devons décider de la forme que nous voulons afficher. C'est ça l'État. Deuxième point, un service public de performance. Mais pour nous, c'est quelque chose de crucial. Le service public. On est encore dans un pays où lorsque vous vous levez le matin comme usager et que vous allez vers la justice, vous avez plus peur de la justice que du préjudice que vous encourez. Lorsque vous allez dans un service public pour demander un service public rémunéré, dont l'argent est rémunéré par vos impôts, vous avez plus peur de la qualité de ce service que du problème qui vous y amène. Ben, il faut changer ça. Il faut que la question des salaires soit changée. Il faut que notre administration soit moderne. Mais nous sommes en 2018, bon sang. Que faisons-nous? Des technologies, des nouvelles technologies. Comment ça se fait encore que quelqu'un, pour suivre un dossier, doive parcourir 500 km, alors que cela peut être consultable par Internet, par exemple? Comment ça se fait encore que les salaires aient une telle disparité? À compétences égales, l'un gagne 3 fois le salaire de l'autre. Comment ça s'explique? Non. Il faut arrêter, même avec les augmentations de salaire, à la tête du client. Désormais, il faut structurer le service public en s'inspirant du privé. Votre rémunération peut même être doublée selon des indicateurs de performance. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Troisième point, une croissance palpable, portée par l'agriculture, l'industrie, le numérique, la diaspora, les start-up. Voilà les 5 piliers de la croissance telle que nous la voyons. Évidemment, c'est quoi la croissance? C'est quoi le développement? Le développement est-il les gratte-ciel comme à New York ou simplement le bien-être? Selon qu'on est africain, américain ou européen. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous allons échanger avec nos compatriotes. Un investissement prioritaire, c'est le 4e point. Je vous les livre parce que nous baignons là-dessus au quotidien. Un investissement prioritaire sur la construction, les infrastructures, l'urbanisme, le logement. Et d'ailleurs, la construction, notamment du logement, est un vivier d'emploi considérable. Dans le discours du 10 février, nous sommes d'ailleurs revenus sur le nombre de millions d'emplois que nous créons. 2,5 millions en 5 ans, seulement sur le domaine agro-industriel. Ceux qui ont suivi le discours savent de quoi je parle. 5e point, un plein emploi dans un environnement de travail et bancaire incitatif. 6e point, un système éducatif de mission et d'innovation. 7e point, une couverture santé assurée pour chacun. 8e point, une culture porteuse d'identité. Ah tiens, la question identitaire. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Porteuse d'identité, de fierté et de richesse dans une économie du loisir. Un pays comme le nôtre. Que faisons-nous de nos belles plages? Que faisons-nous de nos lieux pittoresques? 9e point, un sport professionnel et de conquête. 10e point, un citoyen à l'abri de la vulnérabilité. Alors ça, c'est un point précis au Cameroun, la question de la sécurité. Nous nous sentons en sécurité tout le temps et partout, simplement parce que l'État a foutu le camp. Et 11e point, une diplomatie modernisée, planifiée et proactive. Vous m'avez dit de vous les livrer en grande ligne. J'espère l'avoir fait. Merci, monsieur Cabral Libi. Une diplomatie... Don, moi, je pourrais rebondir rapidement sur ce dernier point qui concerne la diplomatie. Ok, si vous me le permettez. Oui, Don, vous savez que George Weah, juste après son élection, bizarrement, on dit bien bizarrement, puisqu'on se disait que, bon, mais aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de prendre les choses en main pour
aller dans le sens. M. Cabral a parlé d'autonomie des régions au Cameroun, mais plutôt, nous, on parle d'autonomie des États africains qui sont indépendants, entre guillemets, depuis 60. Mais malheureusement, il s'avère qu'un chef d'État élu en Afrique, la semaine qui suit, il prend son avion pour aller prendre sa feuille de route auprès de l'Élysée. Alors, comment est-ce que M. Cabral de Libye compte gérer réellement ses relations avec la France et puis bon, faire avec l'Europe et les autres pays africains? En 2 phrases, s'il vous plaît. En réalité, nous pensons que les rapports ou les relations avec les grandes puissances, la France en particulier, parce que c'est une ex-puissance tutélaire, c'est notre histoire, doivent être des rapports énoncés dans la Charte des Nations Unies. Ce sont des rapports d'égalité souveraine. Et cela dépend des politiques qui gouvernent des États. C'est celui qui incarne une chose, qui fait d'elle ce à quoi elle ressemblera. Si vous devenez président et que vous décidez de faire de la souveraineté que vous incarnez un sujet de soumission, eh bien, vous deviendrez soumis. Nous pensons que les mots ont un sens. Les États doivent fonctionner dans l'égalité. Ça, c'est une chose. C'est une égalité de principe. Mais la réalité, nous le savons, est tout autre également. Et il faut avoir la sagesse et la clairvoyance de le savoir. Les États ne pèsent pas dans la réalité le même poids. Nous sommes des États qui se construisent. Et de ce point de vue, nous devons donc donner à notre diplomatie un visage particulier, une mission particulière. Comment nous nous installons dans le monde? Quel est le visage que nous présentons au monde? Qu'est-ce que nous avons à offrir? C'est dans ce sens-là. Nos pays doivent aussi être des pays qui conquièrent des marchés. Nos pays doivent aussi être des pays qui conquièrent la responsabilité, la respectabilité. Nos pays doivent aussi être des pays qui s'affichent avec fierté ce qu'ils ont de spécifique. Mais il faut donc une réelle force intérieure. Il faut donc se réconcilier avec soi-même. Il faut donc être assis sur une réelle souveraineté populaire. Si vous êtes bien élu, vous êtes un président qui est fondé d'incarner véritablement et respectablement l'autorité. Si vous êtes mal élu, c'est différent. Parce que généralement, le comportement d'un président dépend aussi de ce qui s'est passé avant. Souvent, ce qu'on voit faire est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé avant. Je ne sais pas ce qu'il en est de Georges Weah. Moi, je préfère garder de lui l'image d'un jeune Africain qui est parti, j'ai envie de dire, de rien, et qui s'est forgé une personnalité, qui a franchi les étapes et qui a atteint ce qu'on peut appeler le firmament. Maintenant, pourquoi est-il allé en France? Bon, les chefs d'État sont fondés d'aller dans d'autres puissances, d'abord pour se faire connaître. Et moi, j'ai suivi ce qu'il a dit dans les médias. Il est allé chercher des investisseurs français. Et on ne peut pas interdire à un chef d'État d'aller à la recherche des investisseurs. Parce que des pays comme le nôtre, notamment le Cameroun, a besoin de capitaux. Pour peu que ça se normalise, que la gouvernance est bonne. Mais écoutez, ils se compteront par centaines, ceux qui, de par le monde, voudront investir. Mais allez vers ceux qui veulent investir. Allez dans ces pays où se trouvent les investisseurs, de mon point de vue, ce n'est pas de mauvaise aloi. Tout dépend de l'agenda qu'on a quand on va en France ou aux États-Unis ou ailleurs. En tout cas, le mien sera un agenda de bien-être. Chaque fois que j'irai vers les autres, ce sera pour d'abord leur offrir ce que j'ai, non pas pour l'assistanat, non pas pour quémander, parce que vous savez ce qu'on dit, celle qui donne la main, elle est toujours au-dessus. Donc d'abord, qu'avons-nous à offrir? Réconcilions-nous avec nous-mêmes, mais mettons en avant nos talents, nos richesses, nos ressources. Allons offrir, et puis prenons des autres, ce qui nous permet d'être encore plus forts. Moi, je pense que le Cameroun doit retrouver la respectabilité que déjà occasionnellement le football lui a donné à un moment. Notre pays aujourd'hui est fondé de prétendre être parmi les plus grands pays au monde. Mais pour cela, il faut effectivement une clairvoyance dans la diplomatie. Il faut une diplomatie non plus de morosité, non plus d'ameublement, non plus de, je ne veux même pas être plus méchant, mais simplement une diplomatie proactive, une diplomatie active, qui ailleurs se met en mission, va à la conquête des marchés, va à la recherche de ce qui peut nous rendre plus forts. C'est de cette diplomatie dont nous avons besoin. Elle doit donc être variée. Elle doit être politique, évidemment.
sécuritaire évidemment, mais économique aussi, social aussi. C'est de ça dont je parle dans mon projet de société. Merci M. Cabral Libye. Alors, nous allons passer l'antenne au niveau de Los Angeles parce que là, M. Cabral dit des bonnes choses, bien élu, il faut être bien élu. Ça dépendra de l'agenda, du bien-être. Oui. Non pas pour quémander. C'est ce qui circule déjà en boucle sur la télévision ici. Oui. Oui, justement, Justin, déjà, merci pour cette question sur la diplomatie. Oui, et c'est pas la dernière fois que nous avons M. Cabral. La prochaine fois, je pense que nous allons entrer en détail sur tout ce qu'il a dit tout à l'heure, sur ces points-là. Je reviens sur un État qui protège et qui libère les énergies. Monsieur Cabral, devons-nous comprendre qu'avec ce programme, vous serez en mesure de surpasser les autres ténors, je veux dire, comme Joshua, le candidat du SDF, Maurice Kamto du MRC et Akerbona que nous connaissons jusqu'ici comme candidat indépendant, il paraît. Donc la question est posée à vous. Oui, je ne sais pas sur les autres candidats, s'ils sont indépendants ou pas, mais à ce que je sais, c'est que M. Akerbona, j'ai vu des images circuler sur un certain nombre de démarches qu'il mène sur le terrain. Et il est accompagné par son grand frère, qui lui était il y a peu encore tenancier d'un parti politique appelé AFP, Alliance des Forces Progressistes. Oh, okay. Et d'ailleurs, il y a dans sa délégation celle qui fait office de présidente de ce parti maintenant, Madame Alice Sadio. Et quand on sait que ce parti a un conseiller municipal, donc il fait partie des 22 partis qui peuvent investir un candidat à l'élection présidentielle, moi je ne serais pas surpris qu'il soit investi à l'élection par ce parti-là. Okay, parce que l'élection, la candidature indépendante, dans notre contexte, pour ceux qui le savent, c'est très compliqué. C'est 300 parrainages qui doivent être donnés par les élus locaux, les chefs traditionnels de premier degré et les membres des chambres consulaires. Autant vous dire que c'est impossible. Mais pour revenir à la question de fond que vous avez posée, nous avons la prétention d'offrir un projet de société compétitif. Ça ne veut pas dire que, ça veut donc dire que nous prêtons aux autres candidats, effectivement, l'intelligence nécessaire pour offrir eux aussi des projets de société compétitifs. Mais c'est ça le jeu politique. Mais c'est ça, moi, qui me motive. J'ai besoin de compétition. Il faut que le Cameroun sorte de la morosité, sorte du on va faire comment, sorte de l'immobilisme, de l'inertie, du désenchantement, de l'abandon. Non, il faut de la combativité aujourd'hui. Il faut de la compétition, il faut de la concurrence. Moi, j'aimerais tellement que les autres candidats formulent des projets de société tout aussi compétitifs. Je voudrais gagner les cœurs de mes compatriotes par la force de mes convictions, par la pertinence de mes propositions, et non pas par un attachement simplement à mon jeune âge. Non, c'est pas 38 ans qui changent le Cameroun, mais c'est les idées qui changent le Cameroun. C'est la ressource humaine qui change le Cameroun. C'est des propositions fortes et pertinentes qui laissent à l'intelligence de ceux qui nous écoutent l'impression que c'est suffisamment palpable, suffisamment concret pour transformer le quotidien. Oui, les moments de campagne sont aussi des moments d'éclosion de l'intelligence. Et nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Et je puis vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec les idées qui sont formulées, avec ce qui germe de ces jeunes esprits, mais aussi de ces aînés qui nous accompagnent, nous aujourd'hui, nous savons que nous serons sérieusement compétitifs. D'ailleurs, nous ne demandons que cela. Ok, Justin? Oui, évidemment, après cette question, donc, nous allons ouvrir la tranche questions-réponses au niveau des auditeurs qui ne peuvent pas nous joindre en direct. Vous pouvez donc nous envoyer vos questions par SMS à partir de l'application CNE. Don, je pense que les questions sont à votre niveau là-bas. Oui, disons que on aimerait poser cette dernière question à M. Cabral avant de solliciter Joe le Super pour ouvrir la ligne aux auditeurs. Monsieur Cabral, que pensez-vous d'une coalition restreinte de l'opposition avec ces autres calibres que nous avons cités plus haut, que nous avons, dont vous avez parlé, vous avez dit qu'il faut qu'il se manifeste aussi avec quelque chose de solide. Un programme, un programme solide. S'il vous approchait pour former un bloc contre les autres candidats dans la course, quelle sera votre réponse? Ma réponse, je l'ai même déjà donnée avant qu'il ne m'approche. Elle a été publiée dans plusieurs journaux au Cameroun. Je suis pour la coalition. Je suis pour la mutualisation des forces. Mais c'est sur la méthode que visiblement nous ne nous attendons pas.
En 2004, au Cameroun, il y a eu une coalition constituée des grands leaders de l'opposition de l'époque. Ils ont eux-mêmes déterminé des critères sur la base desquels allait être choisi un candidat, ce qui a été le cas. Mais dès le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? La coalition a volé en éclats parce que certains estimaient que c'est eux qui devaient être choisis. Moi, je ne veux plus me retrouver dans ce type de traquenard. C'est pour cela que j'ai dit publiquement, pour que ce soit sûr de tout le monde, que moi, je ne m'alignerai pas derrière quelqu'un simplement parce qu'il est de 30 ans mon aîné. Je ne m'alignerai derrière personne parce qu'il a été ministre dans le régime Biya. Je ne m'alignerai derrière personne simplement parce qu'il a été un brillant avocat international ou parce qu'il est choisi par un parti de l'opposition ou ainsi de suite, ainsi de suite. Je respecte évidemment toutes ces personnes dont les profils épais, étoffés, dont la réputation nationale et internationale, pour certains en tout cas, est établie. Je dis, nous sommes en démocratie. C'est la volonté du peuple qui compte. Organisons les primaires de l'opposition. Ce n'est pas bien compliqué. Il y a eu un précédent en Russie en 2012 qui a fait germer Navalny. C'est vrai, il n'a pas gagné Poutine, mais au moins, ça s'est fait. Ça s'est fait en 2017, l'an dernier au Venezuela pour les élections régionales. C'est possible. Nous pouvons demander, et surtout que c'est aujourd'hui une forte attente qui est formulée par les Camerounais. Ils veulent voir les forces alternatives se réunir, mutualiser. Je suis donc partant. Et je dis, je n'attends que ce jour où on va s'asseoir, on va définir les critères des primaires et on va faire participer ceux des Camerounais qui voudront. Dans ce cas, on aura la garantie que la personne qui aura été choisie ne l'aura pas été simplement sur la base de la complaisance ou de l'amitié des grands patrons des partis politiques, mais il aura reçu la caution populaire, quelle qu'en soit la marge, qui va donc finalement cimenter le choix et qui va exposer à ceux qui vont en sortir. C'est la meilleure garantie qu'on puisse offrir. Maintenant, la formule peut être modulée, mais tout ce que moi je veux et que je demande, c'est que le peuple ait son mot à dire dans le choix du candidat unique de l'opposition. Très bien. Alors, Don, oui, je pense que M. Cabral Libye a tout dit, puisqu'il y a... donc, tu te souviens que le professeur Maurice Kanto est passé sur nos antennes. La CNE. Et nous, voilà, c'était je crois il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, donc, il y a beaucoup d'équipes qui sont, beaucoup de candidats aussi qui suivent M. Cabral en direct. Donc, le message est très clair. Ouais, il accepte la coalition, mais pas n'importe quelle coalition. Alors, donc, je pense que Joe le Super peut maintenant ouvrir la ligne aux auditeurs qui devront nous joindre soit par Skype, soit en appelant le numéro de Paris. C'est un numéro fixe pour joindre notre standard à Paris. Là-bas, c'est donc le 09 70 46 59 33. Ça, c'est ceux de l'Europe ou ceux qui sont en Amérique du Nord ici, parce que là, le système nous montre qu'il y a beaucoup de Camerounais, d'Africains, parce que c'est le Brésil, montre déjà ici plus de 60% d'auditeurs. Alors, donc, probablement, ce sont des Brésiliens, des Camerounais ou des Africains qui nous suivent là-bas. Donc, vous pouvez composer le numéro suivant, 213 984 1513. Donc, 213 984 1513. Si vous êtes ici en Amérique du Nord ou simplement en nous suivant aussi à partir de vos appareils mobiles. Oui, ils peuvent envoyer des SMS. Voilà, www.cneworld.tv si vous êtes devant votre computer pour pouvoir, votre ordinateur, pour poser des questions directement à notre invité. Ou bien si vos questions sont aussi longues, bon, mais Joe, le super, va donc résumer ça et puis donner ça à notre standard pour les poser. Ok, merci Justin. Merci. Oui, la ligne est ouverte pour ceux qui voudraient poser des questions à M. Cabral. La ligne est ouverte.
Oui, Justin? Oui, non. Et il y a une question qui vient de tomber sur notre SMS ici. Et c'est monsieur Silo qui nous envoie cette question depuis Paris. Il dit, monsieur Cabral, peut-on avoir une idée de la manière selon vous, qu'est-ce qu'il est? La manière à apporter une solution définitive à la crise qui secoue. Bon, je crois qui secoue la partie anglophone. Je crois que M. Cabaj a parlé de ça. Mais il continue en disant, et comment pouvez-vous participer aux élections alors qu'une partie du pays est en crise? Voilà sa question. Monsieur Cabral, vous pouvez répondre à Monsieur Silo en attendant que nous recevons d'autres questions. Oui, alors comment nous pouvons participer aux élections alors qu'une partie du pays est en crise? Parce que nous pensons que l'élection est elle-même une solution à la crise. Et cela doit être sûr de tout le monde aujourd'hui. L'un des facteurs de cette crise, c'est la qualité de la ressource humaine élue. C'est la qualité de la ressource humaine qui est au directoire du Cameroun. Donc, il est même à craindre que des dispositions soient prises par ce pouvoir pour exacerber davantage la crise, radicaliser davantage les anglophones, pour prendre prétexte à ça et créer un système de non-droit, un système de cul-de-sac politique prémédité et trouver, le moment venu, un bon prétexte pour ne pas faire les élections. Nous pensons que nous sommes en train de sensibiliser nos compatriotes anglophones. Et nous pensons que d'ici les élections populaires, parce que le 25 mars, c'est le suffrage indirect, d'ici l'avènement des élections populaires, c'est-à-dire dans 8 mois, nous aurons suffisamment sensibilisé nos compatriotes anglophones, comme nous avons commencé à le faire, et nous les aurons convaincus de participer à l'élection pour sanctionner définitivement ceux qui sont en réalité les auteurs et les animateurs de cette crise. Parce que finalement, c'est une sorte de manipulation qui a cours. En y réfléchissant bien, vous vous rendez bien compte que l'exacerbation de cette crise a été manipulée, a été préméditée. Parce qu'au finish, ça donne raison à ceux qui ont exacerbé la crise. Ils ont été promus membres du gouvernement. Ils sont conscients de l'affaissement de leur légitimité dans ces régions, notamment l'élite anglophone. Et ils savent très bien que s'il y a élection aujourd'hui, mais la sanction sera tellement violente que leur vacuité de légitimité sera établie au grand jour. Mais de toute façon, ce sera le cas. Et je puis vous garantir que nous allons vers là. Il se trouve aujourd'hui de plus en plus de frères et sœurs anglophones qui ont compris le piège et qui sont en train de s'inscrire. Il y a un mois, je crois, nous sommes allés dans une opération d'inscription dans la ville de Buea et il y a eu un chiffre record, près de 600 inscrits en une seule journée. C'est bien la preuve que là-bas aussi, ils ont compris le piège, ils sont réceptifs au message que nous leur adressons. Donc, on n'en est pas encore aux élections et nous croyons que d'ici les élections, sauf si l'armée qui a été envoyée fomente un état de siège qui n'existe pas, en faisant croire que le vote est impossible simplement parce qu'ils auront assiégé une localité. Mais je crois que les anglophones, ceux qui acceptent bien de nous écouter, de se laisser convaincre, sont en train de penser comme nous que la solution passe par l'élection. Oui, allô, Don? Bien, alors, nous allons continuer avec M. Cabral. C'est un avantage pour nous, puisque ici, les questions, on a essayé de répondre à certains auditeurs ici, parce que il y a d'autres qui viennent de se connecter et puis ils posent déjà des questions auxquelles M. Cabral a déjà répondu. Alors, à tous ceux-là, vous qui venez de vous connecter, vous allez recevoir le lien de cette émission. Le lien sera publié tout à l'heure même, juste après l'émission, donc vous aurez l'occasion d'écouter. Et comme Don l'a dit tout au début, tantôt, il le disait, que ce n'est pas la dernière fois, c'est la première fois que nous recevons M. Cabral Libi, mais ce n'est pas la dernière fois, puisqu'il y a tellement d'éléments tous les détails à donner, puisque probablement on aura aussi l'occasion de voir ici l'équipe de M. Cabral Libi, ici au Canada, parce qu'il y a... Oui, Justin, oui, c'est bon. J'étais allé négocier quelques minutes encore pour cette interview très importante. Donc, nous avons un auditeur qui vient d'appeler. Là, il est en ligne. Veuillez nous dire qui vous êtes et d'où vous appelez, s'il vous plaît. Allô? Oui, allez-y. Allô? J'appelle de Los Angeles.
OK. Et vous êtes madame? Vous êtes madame? Madame Mireille. Oui, madame Mireille, allez-y. OK. J'ai une question pour monsieur Cabral. J'aimerais savoir, parce que j'ai des inquiétudes sur le processus électoral au Cameroun. Je suis en train de suivre, je fais aussi partie du mouvement 11 millions de citoyens. Actuellement, j'ai suivi la nouvelle selon laquelle on va interdire ou bien on a interdit tout processus électoral ou de campagne sur l'étendue du territoire. Et je me demande, avec des moyens aussi limités que nous avons au Cameroun, comment M. Cabral va procéder pour faire en sorte que le message soit répandu en un temps tellement réduit par rapport aux élections. Parce que j'aimerais à tout prix qu'on gagne, mais le processus, avec toutes ces données qui souvent à l'encontre d'une élection normale, qu'est-ce qu'il en pense réellement? Oui, M. Cabral, ça c'est Mireille. Je peux répondre. Oui, allez-y. Bon, d'abord, il ne me semble pas que ce soit vrai qu'il y ait ici un texte qui interdit quelques mobilisations pour battre campagne. Je crois qu'on a même plutôt lancé la campagne pour les sénatoriales. Mais je sais bien de quoi madame parle. Elle parle des difficultés que rencontrent généralement les partis d'opposition et les mouvements alternatifs. Vous savez, notre congrès, lorsque nous avons signé la convention avec le parti Univers, je devais en réalité être investi au cours d'un congrès le 3 février. Il a été illégalement interdit par le sous-préfet au prétexte, et c'est d'ailleurs ce qu'il a écrit dans son acte d'interdiction, que c'était précoce pour un parti politique de se choisir un candidat à l'élection présidentielle. Évidemment fallacieux, nous avons saisi le juge en référé qui s'est déclaré incompétent, et puis le temps est passé, on a quand même saisi le juge administratif pour réparation du préjudice. Mais bon, il se moque évidemment de nous dans les réseaux sociaux en disant « courez toujours ». Il y a quelques jours, un de nos membres au Nord a reçu une série de convocations des renseignements généraux. Il a dû revenir en courant. Bon, évidemment, il avait déjà achevé sa mission. Il y a 4 jours, 3 de nos membres ont été arrêtés à Douala et ont été transférés à la section de grande criminalité pendant qu'ils faisaient du travail de terrain. On les y amène et on les accuse d'actes terroristes. Et lorsqu'on va les auditionner devant nos avocats, par ailleurs membres de notre mouvement qui s'y sont rendus, au moins 5, les gendarmes leur demandent pourquoi ils font ce qu'ils font sur le terrain. Et à la réponse que c'est bénévole, on leur dit c'est pas possible. Les jeunes ne peuvent pas être bénévoles au Cameroun. Ça veut dire que nous avons des financements occultes. D'ailleurs, où Cabral prend-il de l'argent pour voyager? D'où vient-il, lui, qui n'est qu'un petit fonctionnaire de rien du tout, qu'il puisse faire autant de choses? Ça veut dire que vous avez des financements ambazoniens. Bon, évidemment, tout cela, c'était ridicule. Les enfants, finalement, je les appelle comme ça, ce sont mes jeunes frères, ont finalement été libérés. Donc, la situation est difficile. Mais le juriste publiciste que je suis, et qui connaît effectivement tout ça, nous, on a choisi de ne plus pleurer. Vous nous entendrez rarement pleurer. On a trouvé des stratégies simples, imparables. Le terrain, le porte-à-porte, le B2B. Nous évitons des réunions publiques, les rassemblements publics. Ça ne nous sert à rien pour le moment. Nous travaillons avec Elections Cameroun, qui est l'organisme qui inscrit. Nous allons là où Elections Cameroun est installé. Nos équipes se déploient sur le terrain. Nous allons chercher les gens dans les quartiers, dans les marchés, dans la rue pour qu'ils viennent s'inscrire. C'est ça notre stratégie. Donc, Madame Mireille, vous avez raison. Ce sera difficile, mais nous pensons que dans le contexte camerounais, rien ne nous sera donné, Madame Mireille. C'est pour ça que nous vous tendons la main. Et j'en profite pour vous dire chaleureusement merci. Parce que ce n'est pas par hasard que nous avons fait de la diaspora un des 5 piliers de notre vision de la croissance. S'il y a véritablement 5 millions de Camerounais hors du Cameroun, comme cela se dit, c'est le 5e de la population nationale, c'est donc une force de changement. Si vous, qui nous écoutez partout dans le monde, vous continuez à nous aider, financièrement comme c'est le cas au travers de notre plateforme d'achat des cartes de membres, www.11millioncitizens.com, 11 en chiffres, ou alors ceux qui, ici, localement, achètent des cartes, parce que c'est cette levée de fonds populaires. Je ne vous apprendrai rien, vous qui êtes à Los Angeles. J'y étais et j'ai vu de près des gens me dire comment Obama a fait pour lever les fonds populaires. Nous pensons que ceux qui prétendent
ne pouvoir conquérir le pouvoir qu'avec l'argent volé, parce qu'ils étaient ici ou là, ou ils ont cherché ci ou ça. Non, nous voulons de la pureté dans notre démarche. C'est la volonté du peuple qui doit nous amener à bout. Donc nous savons que ce sera difficile. Nous avons le capital le plus compliqué. C'est celui du nombre et du courage. Vous vous doutez bien, madame, que nous le savons. Nos vies sont en danger. Pas forcément parce qu'un gendarme va tirer sur nous quelque part, mais parce qu'on peut nous faire boire du poison dans une échoppe. On peut venir la nuit nous agresser et dire que c'était un bandit. On va imputer le crime crapuleux au premier malheureux du coin. Nous savons que tout cela est possible. Ceux qui nous gouvernent sont tellement assoiffés de pouvoir qu'ils utilisent par ailleurs mal et au détriment des populations que nous savons qu'ils sont prêts à tout. Mais madame, nous fondons notre espérance en Dieu. Parfois, ça heurte certains, mais lorsque Dieu a décidé, indépendamment des confessions des uns et des autres, mais nous savons qu'il y a une force suprême. Lorsque nous l'avons avec nous, nous avons notre courage, notre détermination, notre volonté. 64,2% de la population camerounaise, selon leurs propres chiffres, que certains contestent d'ailleurs, ceux du 3e recensement en 2005, publié le 21 avril 2010, c'est moins de 45 ans de la population camerounaise. Nous avons donc la force du nombre. Et nous pensons que nos aînés, qui ont un peu, je dis bien, un peu de décence, et qui pensent que les enfants qu'ils ont mis au monde ont droit à un avenir meilleur, ont le droit de se battre pour cet avenir, que nous nous accompagner, nous leur rendons hommage. Madame, tant que nous vivrons et que nous respirerons, nous nous battrons. Que ceux qui se moquent continuent à se moquer. Mais nous marchons. Oui, merci Madame Mireille. Vraiment, restez toujours à l'écoute de la CNE parce que nous aurons Monsieur Cabral Libi encore lorsque je pense que Justin. Oui, je pense que le directeur de programme pourra nous donner. Oui, madame, vous avez suivi Monsieur Cabral? Oui, j'ai suivi et je le remercie beaucoup. Beaucoup d'encouragement de sa part et de notre part parce que en le suivant tout à l'heure, là, j'ai coulé des larmes et je me sens encore revigorée sur ce qu'il venait de dire. Et je ne manquerai pas de faire tout ce qui est en mon possible de venir en aide à ce mouvement-là. Et je le remercie encore et je remercie à tout le mouvement du parti Univers et des 11 millions de citoyens de tout ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Et nous sommes avec vous. Merci beaucoup. OK, merci bien. Madame. OK. Sorry. Merci bien, Madame Mireille. Vous pouvez continuer à suivre à partir de votre application et nous allons passer au prochain auditeur. Bon, Justin, on me signale là qu'on n'a plus assez de temps. La rallonge a été très longue et nous avons beaucoup de SMS ici tombés sur notre écran, oui, notre système. Mais nous allons poser une seule question en ce moment, la dernière question à Monsieur Cabral, qui vient de Madame Marthe, qui se trouve à Montréal. Monsieur Cabral, un mot sur le franc CFA, c'est ce qu'elle demande. Soyez un peu bref, s'il vous plaît. Alors, difficile d'être bref sur une question comme celle-là. Mais de toute façon, nous pensons que le franc CFA est l'objet d'un traité, d'une convention monétaire. Et le juriste internationaliste que je suis sait qu'un traité est révisable tant qu'on estime à un moment qu'il ne satisfait plus les attentes. Et pour le cas spécifique du CFA, je pense que beaucoup de temps a passé et m'accrochant d'ailleurs à la dernière sortie du président Macron sur cette question lorsqu'il rappelait que c'est un traité, c'est un contrat. Si les partis veulent en sortir, si les partis veulent le réviser, si les partis veulent améliorer quelque chose, les partis au traité, ils n'ont qu'à le faire savoir, la France est disposée. Donc nous avons un avantage aujourd'hui, c'est que la France est disposée à discuter sur cette question pour améliorer les choses. Vous voyez bien aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, récemment encore les pays d'Afrique de l'Ouest étaient réunis pour trouver une monnaie commune. Nous avons un avantage déjà dans la zone CEMAC, c'est que nous avons une monnaie commune qui s'appelle le CFA, auquel on peut donner un autre nom. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il y a des améliorations à faire et nous mettrons un point d'honneur à ce que ces améliorations se fassent dans le cadre de la révision de cette convention monétaire. Mais une fois que nous l'avons dit, nous rappelons que les malheurs du Cameroun, ce n'est pas le franc CFA.
contrairement à tout ce qu'on veut faire savoir. Je rappelle qu'il y a des pays qui ont accédé à la souveraineté monétaire, entre guillemets, et qui sont de loin plus pauvres que le Cameroun. Je ne veux pas faire offense à une nationalité particulière, mais vous et moi, nous savons bien qu'en Guinée-Conakry, on va acheter du pain avec des sacs d'argent. C'est un pays où c'est le pays de Sékou Touré, c'est le pays du président Alpha Condé, c'est le pays qui s'est battu pour la souveraineté sous toutes les coutures. Mais n'empêche, ce pays s'est enlisé dans une inflation grave à cause aussi de la monnaie. Je pourrais vous prendre l'Érythrée, je pourrais vous prendre notre pays. Ce n'est pas forcément parce qu'on a sa monnaie qu'on enregistre une croissance en flèche. Non, il y a un préalable. Il est lié à la gouvernance, il est lié à l'économétrie, au calcul même de la masse monétaire. Ce n'est pas normal qu'on continue aujourd'hui à calculer la masse monétaire sur la base des exportations faites dans quelques pays du monde. Non, c'est un travail qui doit être fait par nos économètres, c'est un travail interne. Quel est ce pays? Vous savez, même si vous sortez aujourd'hui du franc CFA et que vous créez votre monnaie au Cameroun et que vous adossez, que nous créons notre monnaie et que nous adossons même soit un panier de devises qui pourrait être le renminbi chinois, le dollar américain comme le Rwanda et autres, ou même nous adossions simplement à une autre monnaie. Mais il y aura toujours des exigences de gouvernance et de rigueur, parce que cette fois, ce sera plus violent. Nous serons soumis aux aléas du marché international. Il nous faudra faire montre de davantage de rigueur, d'une meilleure gouvernance, autant d'ingrédients dont nous ne disposons pas. L'incurie dans laquelle nous sommes est même telle que, finalement, ce CFA est même une planche de salut. Et d'ailleurs, on oublie souvent de nous dire que le Trésor français, qui capte une partie de nos devises, rémunère. Mais jamais cette rémunération sur cette captation n'est communiquée aux Camerounais ou alors aux Africains. On les manipule quand on veut. Quand le pouvoir est déjà en difficulté, on trouve toujours facile un bouc émissaire français ou ailleurs pour dire non, tous vos malheurs viennent de là-bas. Non. Au Cameroun, on est même allé jusqu'à faire dire aux gens dans les médias que Boko Haram était une fabrication française. C'est trop facile comme ça, il faut que ça s'arrête. Il y a un travail interne qu'il faut faire, de gouvernance, de rigueur dans la gestion des finances publiques, de sécurisation de nos recettes, de dilatation de l'assiette des impôts, mais dilatation raisonnée et surtout sociale. Parce que si vous continuez à faire ce que nous voyons maintenant, si on prend le cas de la France, bon, on m'avait dit d'être court, mais vous savez, c'est des questions sur lesquelles, parce que j'aime toujours faire une réponse. Monsieur Cabral, on va y revenir. On va y revenir. C'est pas la dernière fois que nous vous recevons à la CNE. Ne vous inquiétez pas. C'est nous qui vous avons sollicité et nous allons encore vous solliciter. Donc, on va y revenir plus en détail et les prochaines émissions seront point par point. On peut prendre un point qu'on va développer pour toute l'émission et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Justin? Oui, Don, vous savez que ce que tu viens de dire est tellement vrai puisque là, ici, tous nos auditeurs ici au Canada nous ont posé la même question, mais M. Cabral a énuméré les 11 points. Bon, il ne les a pas développés. On leur a tous répondu que ce n'est pas la dernière fois que M. Cabral arrive ici, est invité par la notre CNE, radio, justement. Par la CNE. M. Cabral nous allons nous arranger aussi qu'il vienne même ici à Toronto, à Montréal. Et pourquoi pas à Los Angeles aussi. Oui, à Los Angeles, parce que M. Cabral a parlé tout à l'heure de la richesse humaine au niveau du Cameroun. La diaspora, effectivement. Voilà, sur 800 à 700 familles camerounaises ici, ce sont tous des cadres, donc, et puis qui sont déjà même membres de ce mouvement 11 millions coordonné par notre invité, Cabral Libi. Alors, M. Cabral, avez-vous un message de fin adressé à ces nombreux auditeurs et ces nombreuses auditrices de la CNE? Je dis à ceux qui nous écoutent, notamment je m'adresse particulièrement aux Camerounais, le jour tant attendu est arrivé. Pour qu'ils se lèvent, ça dépend de vous. Vous êtes dans la diaspora, beaucoup d'entre vous envoient de l'argent à leur famille au pays. Désormais, dans l'enveloppe, mettez aussi le message. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Participez à cette grande odyssée du changement qui a commencé. Certes, timidement. Beaucoup ne pariaient pas le dollar pour employer une monnaie courante chez vous là-bas. Personne ne misait grand-chose sur ce mouvement. On a dit, ce sont des jeunes, ça n'ira nulle part, ça va s'essouffler tout court. Ben aujourd'hui, on arrête déjà des gens. C'est la preuve que la jeunesse peut être déterminée. Croyez en cette jeunesse. Croyez au changement. Donnez-nous un coup de main. Nous n'avons pas honte de demander de l'aide. Nous l'avons. Nous n'avons pas de compte bancaire fourni. Nous n'avons pas amassé d'abord au gouvernement pour ensuite combattre ce gouvernement. Non, nous n'avons pas attendu
de finir notre carrière, de lever nos enfants, de construire nos maisons au village pour faire du changement du Cameroun un hobby de vieillesse. Nous y mettons notre jeunesse. Nous y mettons notre avenir. Nous mettons en péril notre avenir à nous. D'aucuns nous traitent de fous. Ils ont en partie raison. Parce qu'il faut être un peu fou dans l'amour de son pays pour le faire. Mais il faut être aidé, il faut être accompagné, il faut être assisté. C'est le mot que j'adresserai en dernier à mes compatriotes. Nous y croyons, croyez-y aussi. Merci d'avoir été des nôtres, M. Cabral Libby. Je pense que tous les Camerounais, toute la grande diaspora camerounaise en Europe, et je parle du Canada, puisqu'ils sont nombreux qui sont connectés, vous avez tous entendu ce message qui est très clair. Monsieur Diallo, ne soyez pas frustré. Monsieur Cabral aime bien la Guinée, puisque il a dit que quand M. Cabral a dit qu'il faut un sac d'argent pour aller acheter du pain, notre électricien ici, M. Diallo s'est dit, mais comment M. Cabral connaît bien la Guinée? Bien, écoutez, je pense qu'on aura l'occasion de l'inviter une fois de plus. Merci, M. Cabral, d'avoir été de notre... Rassurez, M. Diallo, c'était amicalement dit. J'ai été en Guinée, j'y ai passé quelques jours. C'était un pays formidable d'ailleurs. Vous savez, je m'intéressais beaucoup à la question de la noix de cajou, puisque nous voulons en faire un pilier de notre agro-industrie. Et puis nous avons... Il y avait une exportation, j'en ai profité pour y aller, comme j'étais allé en Bretagne, en France, pour voir des modèles paysans d'agriculture. Donc, j'ai une petite idée, mais alors toute petite. Donc, je le disais juste, c'est une inflation de vocables. Que M. Diallo n'en soit pas frustré. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir échanger avec lui. D'accord, super. Alors, merci pour votre fidélité à la CNE. Merci, M. Cabral Libby. Comme vous l'avez si bien remarqué, c'était notre invité de ce jour. Je parle de ce jour, le samedi 10 mars 2018. Et puis, je suis Justin Guégué depuis le studio CNE de Toronto. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à très bientôt. Oui, Justin, le lien de cette émission sera disponible sur le site de la CNE ainsi que sur les divers réseaux sociaux. Les auditeurs souscrits à notre liste de contacts recevront le lien dans leur email. Contactez-nous en nous écrivant par email. Pour plus de détails, je suis Kimadon. Et bien sûr, passez une excellente fin de semaine. Retrouvez-nous à votre émission préférée, Parole et Vérité. Avec Justin JJ, avec Justin JJ. L'animateur incontestable est Joe, le super. Joe le super à la console technique. Parole et vérité. Sur la radio CNE pour donner la parole à nos invités et la vérité à nos auditeurs. Parole et vérité, une émission à ne pas manquer tous les samedis sur la radio CNE, la radio mondiale. This is CNE Network Radio, your best in community news and entertainment. CNE Network, the gateway to the diaspora. CNE.